aux personnes qui regardent soit cette conférence en live, soit aux personnes qui regarderont cette conférence en rediffusion. Alors pour les personnes qui te découvrent ou qui te connaissent peut-être déjà, mais pas beaucoup, est-ce que tu veux bien parler un peu de toi, te présenter? Alors, volontiers. Donc, je m'appelle Patricia Monastra, comme tu l'as dit juste avant. Je travaille à Boécourt, dans le Jura, depuis plus de 10 ans en tant que thérapeute, et j'ai travaillé aussi comme éducatrice spécialisée. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années, en fin de compte, que je suis dans le monde de la relation d'aide. Et c'est un monde qui me tient très à cœur parce que, au fur et à mesure de mon parcours, que ce soit au niveau de l'éducation en institution, que ce soit en cabinet, que ce soit dans les homes ou dans les garderies, enfin, je suis allée dans pas mal d'endroits pour comprendre un peu l'être humain. Je me suis rendu compte, en fin de compte, qu'il y avait plusieurs manières d'aider les personnes et qu'il fallait s'orienter là où on était le plus propice à l'aide. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je suis là pour développer ce coaching réflexif. Sinon, au niveau privé, je suis une maman de 2 grands-enfants maintenant, de 26 et de 21 ans. Je suis en couple, j'ai 47 ans, je suis bien dans mes baskets. Mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. On n'a pas forcément envie d'aller chez un accompagnant ou un thérapeute qui lui-même est à la fin de sa vie. Non, mais tu vois, c'est assez important en fin de compte parce que des fois, on est dans des périodes où on est un peu en recherche. Alors, on est toujours en recherche, je pense. Ouais. Mais là, c'est dans une période de ma vie où je peux assumer un petit peu ce que je fais, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau des thérapies ou de cette thérapie que je développe, la défendre. Et pour ça, je pense qu'il faut quand même réussir à mieux se comprendre et à atteindre un peu cet idéal de vie qu'on se fixe, je ne sais quand, à notre naissance peut-être. Je ne sais pas. Avant de venir. Génial. Mais merci Patricia. Et puis je rappelle aussi aux personnes qui sont en train de regarder cette conférence en ligne, merci d'être là. Vous avez la possibilité sur YouTube, sur votre droite, de mettre des commentaires ou de poser des questions à Patricia. Je me ferai une joie de les partager. Et Patricia, maintenant je te laisse la parole et puis je te retrouve juste après. D'accord? Merci. Alors très bonne conférence, merci d'être là. À tout de suite. Alors, moi, je veux surtout évidemment vous parler du coaching réflexif. Donc, comme je l'ai dit auparavant, c'est une méthode qui est venue au fur et à mesure du temps. Et certainement, il y a environ 3-4 ans. C'est-à-dire que, je vais revenir un petit peu au début de mon parcours professionnel. Donc, j'ai commencé mon parcours social en tant que dans une formation d'éducatrice spécialisée, dans une école qui n'était pas académique, mais qui avait aussi tout un cursus artistique, ce qui m'a permis de bien développer mon outil de travail. Et j'ai travaillé quelques années en institution. Je me suis rendu compte que j'avais envie plutôt de travailler en thérapie, en individuel. Le groupe ne me correspondait pas tout à fait dans l'aide que je voulais apporter. Donc, je me suis formée en réflexologie, puis je me suis formée en massothérapie, puis en magnétisme, et tout dernièrement en coaching. Et toutes ces disciplines, je les ai travaillées dans mon cabinet au fur et à mesure. Donc, j'ai travaillé d'abord sur le côté réflexif, puis après les massages. Je me suis dit, mais ça ne suffit pas de travailler sur le physique, bien que j'avais toujours ces techniques de reformulation, d'effet miroir, enfin, les relations d'aide que j'avais appris en tant qu'éduc. Mais ce n'était pas suffisant pour moi. Donc, justement, je me suis orientée dans tout ce parcours énergétique. Et là, j'ai compris toutes ces couches, tout ce qu'on pouvait aider au-delà de ce qu'on voit, de cet invisible. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est intéressant, mais je n'arrivais pas encore à aider les personnes, à les guider, à pouvoir les accompagner dans ce qu'elles voulaient vraiment. J'étais bloquée, la parole ne suffisait pas, les thérapies ne suffisaient pas, l'énergétique ne suffisait pas. Donc, j'ai réalisé que j'avais besoin de travailler par objectif. Étant plutôt d'une nature artiste, je me perdais un petit peu dans des sensations de thérapeute. On appelle ça toujours des interprétations, je ressens, je pense, voilà. Et je me suis donc orientée dans une formation de coach. Et là, j'ai appris à travailler par objectif. Et ça, c'était une révélation pour moi parce que ça permet vraiment d'avoir des résultats. Ça permet vraiment de savoir où on va et pourquoi on va et qu'est-ce qu'on veut.
Et c'est lors de ces cours-là, en discutant avec mon enseignant, où je me suis dit, mais c'est fou, je me sens tellement thérapeute et en même temps, est-ce que c'est compatible avec le coaching? Alors, c'était un questionnement parce qu'en général, c'est pas compatible, hein. Les deux métiers sont assez différents. Mais là, il y avait une possibilité de mélanger les deux et surtout par le biais de mon expérience du toucher. Et je l'ai compris quand j'ai fait mon travail de certification, où là, je me suis dit, mais en fin de compte, moi, je suis en train de développer une autre façon d'accompagner. Et j'ai appelé ça le coaching réflexif parce que le coaching réflexif, pour moi, c'est le fait de coacher la personne avec cet effet boomerang, avec cet effet miroir qui passe par le corps. Et dans cette thérapie, l'important, c'est ce que le corps, en fin de compte, va nous dire. Parce que nos mots, hein, ce que je suis en train de vous dire maintenant, ils passent par une réflexion, des croyances, ils passent par mon éducation, ils passent par ma promenade de ce matin où j'ai vu des gens, j'ai croisé mes voisins. Et c'est imprégné par mon mental, c'est filtré. Hein. Mais le corps, il ne filtre pas. Le corps, il a sa propre énergie, sa propre mémoire, sa propre réflexion. Chaque organe a son propre fonctionnement. Et le fait de pouvoir les décoder, de pouvoir en extraire les émotions, de pouvoir travailler sur ce corps hein, qui n'a pas de non-dit, qui n'a pas de filtre, eh bien, permet de travailler dans un accompagnement qui n'est pas biaisé. Mais comme pour moi, la communication, le verbal est important, eh bien, le fait que le corps puisse nous expliquer ce qu'il vit et qu'on puisse le reformuler par des mots, eh bien, c'est assez magique en fin de compte. Parce qu'on est dans l'entièreté. On est dans l'accompagnement, pour moi, global de l'être humain. Donc, un exemple, par exemple, vous arrivez au cabinet, vous vous sentez pas très bien, vous savez pas trop, vous avez mal à l'épaule, vous dormez pas très très bien, et puis en plus vous êtes en phase de séparation, vous doutez de vous-même, ça va pas comme vous voulez avec vos enfants, enfin, toute une catégorie de petites problématiques comme ça qui vous empêchent d'être bien, quoi, qui vous empêchent d'être bien dans vos baskets, comme je disais avant, parce que les pieds, ça nous relie à la terre, ça nous relie à qui nous sommes, c'est notre fondement, hein, c'est important d'être enraciné, c'est important ça. Et ce travail provient de ça, de ce bien-être. Et du coup, quand la personne arrive avec toutes ces problématiques, on ne sait pas par quoi commencer. Elle ne sait pas. Le thérapeute, il peut dire, voilà, je vous accompagne au niveau de la parole, de la réflexion, du massage. Enfin, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut vous détendre. Ok, un petit massage, mais ça va pas suffire bien souvent parce que c'est éphémère. Oui, on vous accompagne avec un travail par objectif. Oui, mais en fin de compte, je reste toujours avec mon douleur d'épaule. Oui, mais j'ai toujours mal au ventre. Oui, mais je dors quand même pas bien. Donc, ce que je vais proposer à ce moment-là, c'est de dire, ok, expliquez-moi ce que vous ressentez au plus profond de vous-même et qu'est-ce qui compte le plus pour vous maintenant. C'est-à-dire, on va définir 1 ou 2 objectifs. On ne peut pas travailler tout de suite sur l'épaule, l'estomac, la relation avec les enfants, le sommeil, voilà. Alors, la personne, elle va définir, admettons, ça sera le sommeil et puis c'est épaule et estomac, là, ça fait 3 petits objectifs. Et là, je vais lui proposer de travailler en réflexologie, c'est-à-dire de travailler sur les zones réflexes qui vont nous permettre de déjà calmer un petit peu le jeu, faire en sorte que la personne puisse descendre de 1, 2, voire 3 niveaux, c'est-à-dire respirer correctement, se reconnecter avec elle-même pour travailler par exemple sur le diaphragme, hein, pour qu'elle se calme, travailler sur ses épaules, hein, son épaule, notamment sa douleur principale, la digestion, travailler sur les reins. Enfin, ça, c'est au niveau physique, hein, par le biais des zones réflexes. Et puis ensuite, je vais m'attarder sur qu'est-ce que les organes sont en train de nous dire là. Là, alors, il faut des petites bases de médecine chinoise, de décodage, d'émotions. Enfin, on sait par la médecine chinoise, par exemple, entre autres, que le foie, ça relève de la colère.
Effectivement, si la personne, elle me parle en fin de compte qu'elle a mal à l'épaule, qu'elle a mal qu'elle digère mal, que voilà. Mais elle m'a jamais parlé qu'elle avait mal au foie. Mais moi, je découvre par le biais de la réflexologie que son foie, il est inflammé, que ça va pas du tout, qu'il y a un déséquilibre important. Donc là, pour moi, le corps a parlé au-delà des mots de la personne. Donc, je peux lui poser la question. Oui, alors au travers de ce que vous vivez, est-ce que vous ressentez de la colère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré au niveau de la colère? Et là, la personne, elle peut à un moment s'arrêter et réfléchir sur elle-même, prendre du recul, parce que c'est très important quand on veut avancer, de prendre du recul, et me dire, ben oui, effectivement, je suis en colère, admettons, contre mes enfants ou contre moi-même parce que je n'ai pas réussi ici ou ça. Enfin, voilà, quelque chose qui fait que là, on a une piste réelle pour moi. Ce n'est pas que la personne, ce qu'elle dit n'est pas réel, au contraire, c'est très réel parce que la personne elle-même connaît ses propres vérités. Je pense qu'il n'y a personne d'autre que la personne elle-même qui sait ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent. Le thérapeute est là simplement pour l'accompagner, pour faire l'effet buvard quelque part, montrer un petit peu ce qu'on sait déjà, mais le faire ressortir. Et là, on peut travailler sur ce que le corps nous a fait comprendre, sur ce que le corps nous enseigne. Et ça, c'est le moment magique que je vous disais, parce qu'on part de la colère du foie. Et de cette colère, eh bien, on peut construire le puzzle de la vie de la personne. On peut l'amener à se dire, ok, mais c'était ça, puis mes peurs sont celles-ci, parce qu'effectivement, les reins, peut-être, les reins, c'est l'organe aussi de la peur, des craintes, tout ça. Il ne gère pas bien, il y a un petit peu de rétention d'eau. Ah, mais la rétention d'eau fait que oui, effectivement, physiquement, on retient un peu d'eau, mais psychiquement, ça ne circule pas. Il y a un problème relationnel et on fait tout ce lien. Et tout ce lien se fait tout seul. Et l'épaule, on comprend qu'effectivement, elle peut-être pas appréhender la vie comme elle le voudrait. Donc, une fois qu'on a pu détecter toutes ces problématiques au niveau corporel, eh bien, on se rend compte que le psychisme peut lâcher. On peut lâcher prise. On peut développer cette indulgence et cette bienveillance face à nous-mêmes et on peut enfin avancer. En fin de compte, on bloque le temps, on bloque l'espace-temps, on se dit, OK, maintenant, j'y suis, c'est mon moment, je commence autre chose, je vais à la recherche de mes solutions. Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, mon corps me dit ce qu'il a à me dire, mon esprit est capable de le comprendre et de l'appréhender. Donc, j'avance à partir d'aujourd'hui. Et quand la personne arrive à cet état d'esprit, alors ça peut être à la première séance, ça peut être à d'autres séances plus tard, mais bien souvent, quand la personne arrive dans mon cabinet ou dans un cabinet, c'est qu'elle est déjà à la recherche de quelque chose, c'est qu'elle est déjà prête à avancer, prête à entendre certaines vérités. Et là, une fois qu'en tout cas dans cette séance-là, cette première séance, une fois que la personne, on va dire qu'elle a bien compris, qu'elle est adhérente, que tout à coup ça match, il y a tout qui se rejoint. Ah oui, tac, je comprends, oui, c'est ça que vous me dites. Ah oui, mais je le savais, mais je ne savais pas comment me l'expliquer, enfin tout ça. Eh bien, une fois que la séance de réflexologie, là en l'occurrence, est finie, on passe au niveau du cabinet. Je pose 3 questions essentielles qui sont qu'est-ce que vous ressentez? Donc à ce moment présent, qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vous projetez dans l'avenir? Et qu'est-ce que j'ai compris? Et là, je laisse la personne avec ces 3 questions. Je lui sers un bon thé, si elle le désire, en général, ou un verre d'eau. Et puis, je la laisse. Je la laisse seule dans le cabinet, c'est-à-dire que si elle a besoin de pleurer, si elle a besoin de prendre du recul, il n'y a pas de témoin à ça. Et je reviens après 5 minutes, enfin voilà, je préviens la personne et elle répond aux questions. Et de ces questions qui sont prises, réfléchies à chaud, eh bien le travail peut se faire en conscience. Et de cette conscience qu'elle a prise, on peut travailler ensuite par objectif. C'est-à-dire que là, c'est le coaching qui prend la relève. Et admettons qu'elle a compris qu'effectivement, elle manquait de confiance en elle, qu'elle avait de la colère,
que le lien qu'elle avait, le mauvais lien hein, pour l'instant, on va dire les problèmes relationnels avec ses enfants ou son mal-être, dépendait aussi de sa manière de se percevoir. Enfin voilà, certaines vérités comme ça. Eh bien, on peut dire, OK, pour la prochaine fois, je vous propose de d'écrire ce que vous ressentez dans telle situation. Enfin, quelque chose de très concret, noir sur blanc, pour sortir de cet effet abstrait hein, que je vous disais auparavant, que des fois les thérapeutes ont. Hein, on parle beaucoup, on découvre beaucoup de choses, mais on n'en fait rien vraiment. Après, la personne, elle part, et puis elle est avec elle-même, avec tous ses questionnements. Là, ces questionnements sont intégrés, formulés, mis sur papier et travaillés. Et on se donne en général 3 séances. Moi, j'aime bien travailler de 3 en 3. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va fixer déjà à l'avance 3 séances. Et après les 3 séances, on fait un bilan. Et là, on se dit, OK, est-ce que cette manière de vous accompagner vous convient? Est-ce que vous avez l'impression d'évoluer? Est-ce que vous avez l'impression d'avancer? Est-ce que ça vous fait du bien? Oui, non. Si c'est oui, effectivement, on continue, s'il y a encore le besoin de continuer. Si la personne a déjà compris l'essentiel de ce qu'elle avait envie de comprendre, si elle se sent déjà pleine pour continuer son chemin de vie, eh bien, on s'arrête là. Elle a la possibilité toujours de revenir, évidemment, hein, quand elle le désire. Mais ça, c'est pas moi, en fait, qui vais le décider, c'est la personne. Tout ce qui se passe, en réalité, c'est la personne qui le décide parce que nous sommes dans un partenariat. Et ça, c'est important dans le coaching réflexif. Nous sommes toujours partenaires. Jamais le thérapeute va proposer à la personne des vérités qu'elle ne veut pas prendre ou des choses, ah mais je vous dis de faire ci ou de faire ça, si vous faites ci, ben vous irez mieux. Non, c'est simplement des perceptions différentes, des autres cheminements, une manière de justement permettre à la personne de voir autrement sa vie, changer d'angle de vue pour que cet effet buvard puisse se mettre en place, mais jamais imposé. Et c'est pour ça que c'est assez efficace hein, quand même comme méthode parce que la personne est partie prenante. La personne est partie prenante. Si elle n'est pas partie prenante, le travail thérapeutique ne peut pas se faire. Bon, c'est comme dans beaucoup de thérapies. Hein. De toute façon, la personne doit être copartenaire et co-responsable de ce qui se passe. Mais là, en coaching réflexif, c'est vraiment essentiel pour qu'elle puisse justement travailler chez elle et me faire un retour à la séance suivante. Et on va travailler sur ses réflexions. Et la personne pourra se rendre compte chez elle de ce qu'elle vit en réalité par un autre prisme, pas son côté émotionnel qu'elle avait avant de venir en séance, mais avec un nouvel angle de vue. Et ça lui permet d'avancer parce qu'elle se rend compte effectivement, ah oui, ben voilà, lundi, je me suis disputée pour une histoire de lave-vaisselle, mercredi, j'ai eu mal à l'épaule juste en essayant de balayer parce que j'étais énervée, que personne m'aide, enfin des choses comme ça, très concrètes, qui en général hein, ne font que asseoir ce qu'on a dit en séance, hein, parce que ça donne la preuve que la personne vit effectivement ce qu'elle a dit. Et puis, on avance comme ça par étapes. Ensuite, une fois qu'on travaille, qu'on débriefe un peu sur le travail qu'elle a fait à la maison, eh bien, je repropose ou une réflexologie, ou un massage, ou un travail énergétique, enfin quelque chose qui passe par le biais du corps, ou des exercices de relaxation, de respiration, d'effet miroir, de prise en main, enfin, toutes les techniques qui peuvent exister, enfin, que moi je connais aussi, hein, de par mes différentes formations, hein, tout pour que la personne puisse trouver assise, pour qu'elle puisse se sentir bien dans ses baskets. Parce qu'elle doit pouvoir s'appuyer sur elle-même. Elle doit pouvoir s'autonomiser. Elle doit pouvoir avoir assez confiance en elle pour sortir du cabinet et se dire « Ok, même si ma thérapeute n'est pas là, je peux le faire. Je n'ai pas besoin de cette béquille à tout bout de champ. Je suis capable, même si j'ai perdu confiance en moi et en mes valeurs, en mes acquis, je suis capable de… » Et tout ceci, ben voilà, ça peut prendre quelques séances.
jusqu'à ce que la personne me dise, ou qu'en parlant, hein, on arrive à la conclusion qu'effectivement, ben c'est OK. Il n'y a plus besoin de béquilles, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychique, qu'elle soit énergétique, enfin à tous les niveaux, hein, toutes les dimensions. Et la personne peut tout à fait vivre de manière autonome, en se faisant confiance et en ayant appris qu'effectivement, le corps est notre allié. Il est notre allié. Hein. Quand on a mal quelque part, parfois on a tendance à être fâché, à rouspéter. Oh, c'est pas vrai, j'ai de nouveau mal à la cheville, je peux plus aller courir, ça m'énerve. Et non, parce que ça enfin non, enfin je dis non, enfin voilà. Oui, si vous avez envie. Mais enfin, je trouve dommage parce que la cheville, là, à ce moment-là, elle n'est pas contre vous. Elle est votre partenaire. Elle est là pour vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as mal à la cheville parce que est-ce que tu bouges trop? Est-ce que tu t'arrêtes jamais? Est-ce que tu n'as pas besoin de faire un peu le point? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de direction? Est-ce que quelque part, tu ne devrais pas un petit peu poser quelques jours et puis prendre du recul et se dire, mais quelle direction j'ai envie de prendre dans ma vie? Parce que les chevilles, hein, c'est ça, hein, ce côté un petit peu directionnel. Et ça vaut la peine de prendre notre corps comme un réel ami. Il ne crée pas des douleurs ou des maladies pour nous embêter ou pour nous dévaloriser ou pour nous empêcher d'être. Au contraire, il nous aide à être parce qu'il fait partie de nous. Hein. On n'est pas des hommes ou des femmes troncs. On est un tout. Notre tête, notre corps, notre esprit, on est un tout. Et c'est que dans ce tout, je pense qu'on peut se sentir en équilibre. Et oui, en faire de notre corps un ami, c'est essentiel, je pense, pour pouvoir détecter les moindres suspicions de mal-être. Et quand on a compris ce mécanisme, hein, et on peut le comprendre à travers beaucoup de thérapies et à travers le coaching réflexif, justement, quand on a compris comment on fonctionne, eh bien, le moindre petite douleur est une alerte positive, ça veut dire. Si je recommence à avoir mal à l'estomac 1, 2, 3, 4 jours d'affilée, je ne vais pas me dire « Ah, c'est peut-être parce que j'ai mangé trop de fromage ». Oui, je peux me le dire, effectivement, c'est peut-être une réalité. Mais je vais peut-être me dire « Ok, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire que je ne veux pas intégrer dans mon mental, hein, parce que mon mental, comme je vous ai dit auparavant, ben, il filtre, il veut avancer, lui il a des objectifs, hein, il faut gagner sa vie, il faut justement aller travailler, faire son ménage, voir ses amis, enfin voilà, on est plein comme ça d'attentes, d'objectifs. Mais en réalité, qu'est-ce que le corps veut nous dire? Ok, qu'est-ce que je ne digère pas? Qu'est-ce que j'ai de la peine à intégrer corporellement? Ça vaut la peine de s'arrêter, ça vaut la peine d'écouter au-delà des mots, hein, M-O-T-S, nos mots qui sont vraiment là pour nous aider à avancer. Voilà, ça c'est un petit peu le résumé de ce coaching réflexif, sur quoi il se base. Évidemment, pour l'instant, il se base que sur mon parcours, hein, il n'y a que moi qui le transmet. Mais voilà, peut-être qu'un jour, d'autres personnes pourront le transmettre, ce qui serait vraiment sympa. Et pour pouvoir faire de notre être, de notre vie, un art, pouvoir développer toute cette créativité que nous avons en nous et devenir des êtres en équilibre et pouvoir développer l'art d'être, qui pour moi est une aventure magnifique, l'aventure de la vie et de notre vie. Voilà. Alors Mario, j'ai fini un petit peu ma présentation. Magnifique, merci beaucoup. C'était super clair. Merci infiniment, Patricia. C'était franchement très chouette. Bravo, parce qu'en plus, tu l'as dit au début de la conférence,
c'est un premier exercice aussi pour toi. Et franchement, c'était très intéressant. C'est très bien expliqué. En tout cas, j'espère que vous avez aussi beaucoup de plaisir chez vous, à la maison, en écoutant la conférence de Patricia. Alors, approche super intéressante. D'un côté, de mettre tes techniques corporelles au service de la personne pour révéler, pour donner finalement ce langage, ce langage qui est inconscient au travers de ton toucher, pour ensuite aller faire ce travail de libération, mais aussi ce travail de prise de conscience avant tout, et qu'ensuite, sur la base de la prise de conscience, tu puisses ensuite mettre en place d'autres outils qui, eux, en font quelque chose. Je trouve vraiment super. Je trouve très très bien d'avoir combiné tout ça, puis que tu as eu aussi cette sagesse aussi, hein, de trouver ta propre voie, ton propre chemin, et de te dire, mais finalement je suis quoi? Je suis thérapeute, mais ça va pas en faisant que du coaching, mais en même temps je veux que les gens avancent, mais je veux quand même rester thérapeute. Et en fait t'en as fait quelque chose de joli, d'unique, qui te ressemble, et je comprends que ça porte aussi ses fruits, parce que c'est très cohérent. Je trouve très cohérent ce que tu apportes. Alors, merci également à Liara d'être là en ligne avec nous, qui te dit c'est super ce que tu fais. Voilà, mais merci Liara d'être ici avec nous actuellement. Et merci aussi d'avoir aussi souligné ces deux choses. D'une part, que le corps est un partenaire. Ça, c'est quelque chose qui est revenu très souvent dans ta conférence. Le corps est un partenaire. Il faut aimer et être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et des informations qu'il nous donne. C'est très chouette, évidemment, que tu fasses ce lien avec la médecine traditionnelle chinoise, qui est holistique et qui donne justement des infos beaucoup plus profondes que lorsqu'elle est séquencée comme ça dans la médecine allopathique. Et puis, le rôle vraiment de collaboration entre le thérapeute, le coach, l'accompagnant, n'importe quoi, mais que c'est avant tout vraiment, c'est n'importe qui finalement, ça doit être un travail de collaboration, parce que t'es pas là, en fait, tu vends pas un t-shirt, tu vois. T'es pas en train de vendre un t-shirt, voilà, merci, j'aimerais mon t-shirt, je paye mon t-shirt, j'ai mon t-shirt. Non, là, c'est toi qui accompagne, qui ne soigne pas, mais qui accompagne le processus de guérison et de prise de conscience, et la personne qui se responsabilise. Donc, magnifique, super intéressant. Merci beaucoup, Patricia. Commentaire de Christophe, c'est top, j'ai tout compris. Mais super, bravo, merci. Et puis, Jérémy, c'était très intéressant et très bien expliqué. Merci, Jérémy. Merci. Merci d'être là. Merci d'être là également. Est-ce qu'il y a comme ça une histoire, une expérience, toi, qui t'a marqué dans ton parcours? Par rapport à un accompagnement avec des personnes? Ouais. Alors, il y en a plein. Il y en a plein, mais… plein, et puis voilà. Mais peut-être une assez récente, où une personne est arrivée… elle avait perdu confiance en elle, première fois maman, donc vraiment quelque chose de plutôt idyllique, hein, on nous le présente comme quelque chose de très fort, de très beau, ce qui est le cas, hein, mais je veux dire, il y a d'autres problématiques, voilà, des fois qui s'ajoutent à ça. Et puis, quand justement tu vis pas cette histoire-là de manière aussi idyllique qu'on le voit sur les réseaux ou dans les livres, eh bien, on culpabilise. Et cette personne est arrivée avec toute une culpabilité de peut-être pas être une bonne maman, de pouvoir pas faire juste, et en même temps avec un historique assez important. Et j'ai trouvé chouette de pouvoir travailler justement sur cette confiance par le biais de son corps. Parce que son corps avait été meurtri quelque part, tu vois, tu donnes naissance à un enfant, et en même temps, tu as cette culpabilité de dire, mais est-ce que je donne naissance de manière juste? Enfin, c'est hors du temps, parce que ton corps est imprégné par cette manque de confiance, tu vois. C'est horrible. Là, voilà. C'est horrible comme sensation de culpabiliser, de culpabiliser alors qu'il y a pas de raison finalement de culpabiliser, puis c'est un processus qui est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, mais les pressions sont grandes, hein, les pressions sont grandes. Bien avant la naissance, même déjà quand tu es enceinte, d'être parfaite, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, parfaite, mais enfin, on te fait comprendre qu'il faut être parfaite.
Et là, c'était tout un travail comme ça de libération par le corps et d'accepter, et puis d'avoir grossi, peut-être ce ventre qui reste encore assez présent, mais parce que le deuil de cette maternité non aboutie n'a pas été fait, si tu veux, quelque part. Et ça a été très beau parce qu'en une séance, ça a matché, quoi. En une séance, elle était prête. C'est assez magique quand les gens arrivent, ils ne savent pas qu'ils sont prêts, mais ils sont prêts. Tu sais, et la magie de cette aventure-là, je pense que tu l'as aussi vécu, où tu te dis, mais en fait, je suis juste chanceuse d'avoir pu vivre ce moment-là. C'est émouvant. Toi, ils te disent merci, mais en fait, c'est toi qui dis merci de pouvoir les avoir ramenés à ce qu'ils savaient déjà. Et une petite histoire comme ça parmi d'autres. Mais tu le dis très bien, tu vois, dans ta conférence, parce que là, évidemment, avec la réflexologie, petite parenthèse, la réflexologie, évidemment, c'est sur la voûte plantaire. Mais est-ce qu'on parle également de réflexologie, par exemple, avec la main? Oui, aussi. Ok, Alors moi, je travaille aussi sur les mains si les personnes ont des problèmes avec les pieds ou bien qu'ils ont vraiment des chatouilles, bien que c'est très technique, ils comprennent vite qu'ils n'ont pas trop besoin de… Mais oui, moi, je travaille par les pieds parce que c'est grand. Enfin, c'est par rapport aux oreilles ou comme ça. Et ça permet vraiment de travailler de manière approfondie ou rapide. Tout dépend l'énergie que tu veux y mettre, en fait, l'intention que tu y mets. Si tu travailles profondément et lentement, eh ben, c'est une intégration plus lente. Donc, c'est bien aussi au niveau du psychisme, hein, ce qui va se passer. Puis, si c'est plus rapide, c'est vraiment pour stimuler, pour tout à coup réveiller l'organe ou le système. Donc, par les pieds, moi, je trouve ça assez sympa. Et le lien qu'on fait avec la terre, tu vois, tout de suite, sur le vif du sujet. C'est là où symboliquement ça touche, quoi. Ben, bien sûr, Et lorsque et justement, tu touches le corps, et ce qui est très clair aussi dans ton approche et dans ta conférence, c'est que en touchant cette partie du corps-là, ben, en fait, on va bien plus loin dans ce qui est touché à l'intérieur, que ce soit au niveau des organes, donc quelque chose qu'on peut toucher, mais aussi quelque chose qui va beaucoup plus loin que cette empreinte physique. Hein. Tu faisais référence au foie avec la colère, avec la peur par rapport au rein. Puis après, derrière tout ça encore, l'histoire de vie. J'ai trouvé très joli comme tu avais amené ça. Comme cette personne, elle vient et elle a une douleur à l'épaule. Et en fait, toi, tu vas faire ce travail et tu vas te rendre compte que au-delà de l'épaule, il y a quelque chose qui la met en colère et que de son expérience de vie, il y a quelque chose qui se cristallise dans le corps et qu'en fait, elle perd finalement ce mouvement en fait qui est plus possible ou qui devient compliqué parce qu'elle n'a plus prise. C'est ça. Elle a plus conscience de ça. Mais tu sais, tu peux aussi le faire par le biais du massage. En fin de compte, ce que je trouve chouette dans ce coaching réflexif, c'est que tu n'es pas seulement ton propre outil de travail, bien que tu l'affines en tant que thérapeute, mais le corps devient l'outil de travail. C'est-à-dire que même moi, ça m'est arrivé quelquefois de masser, mettons, un lumbago, la personne a mal et tout, mais en réalité, elle est dans le truc, j'ai un lumbago, j'ai trop forcé, ou bien je conduis trop souvent. Enfin, voilà, ce genre d'explications-là qui sont très logiques, mais enfin, voilà. Et si tu veux travailler en coaching réflexif, ben, 2-3 petites questions clés lui font vite comprendre qu'effectivement, peut-être qu'il y a autre chose. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette crispation? Et en fin de compte, je me sers de son corps pour l'aider à conscientiser. Donc, ça peut être en réalité toutes les techniques manuelles. Moi, je fais massage et réflexologie plantaire parce que c'est celle que j'ai appris. Mais du moment que tu peux rentrer en lien avec la personne d'une manière indirecte, tu sais, un peu comme les MSP font dans les ateliers, les éduques, ben, c'est nous-mêmes notre propre outil de travail. Donc, des fois, ben, c'est de soi à l'autre, puis c'est compliqué parfois parce qu'il y a toute cette subjectivité. Mais le MSP, lui, il rentre en lien à travers ce qu'il fabrique avec le résident. Et là, ça devient très intéressant aussi parce que tout à coup, on a un terrain neutre. Tout à coup, il y a une manière de s'entendre. Tu vois? Et alors, le massage va très bien aussi. Tu fais pas le même travail. Après, je vais quand même reprendre en coaching, en réflexologie parce que ben là, je vais mieux comprendre. Mais le physique va quand même parler à travers le massage en tant que tel. Ouais.
Ouais. Pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de cette abréviation, tu veux bien dire ce que signifie MSP? Pardon, maître socio-professionnel. Mais voilà, super, maître. Voilà, exactement. Voilà, super. Merci Christophe. Voilà, plusieurs. Voilà, parfait. Et lorsque tu mets en place donc le programme, le programme de coaching pour faire avancer la personne, est-ce qu'il s'agit de questions ou est-ce que la personne elle a aussi on va dire un peu des devoirs à faire à la maison pour Oui, oui, alors. pour prendre du temps sur la question? Est-ce que tu donnes des exercices à faire? Ça se passe comment, en fait, cette partie-là? Alors, de manière générale, il y a des exercices. Alors, parfois pas parce que la personne n'est pas encore prête, elle est encore un peu dans quelque chose qu'elle doit intégrer autrement. Mais c'est très important parce que ça, c'est l'étape quelque part finale hein, de la première séance, c'est-à-dire de répondre à ces 3 questions et puis de dire, OK, qu'est-ce que j'en fais? Et le travail après à la maison est essentiel parce que ça lui permet, elle, de se responsabiliser. Parce que parfois, il y a cette erreur hein, qu'on peut faire en cabinet. La personne arrive, elle a besoin d'aide, le thérapeute ou le psy, enfin n'importe qui l'aide et voilà. Et le travail est fait. On dirait que la solution vient de l'extérieur. Mais en faisant ce travail à la maison, la personne comprend très bien que la solution, elle vient d'elle-même en fin de compte. Elle doit quand même se remettre en question, se positionner. Quel est mon angle de vue? Ah ouais, ok, ça retentit dans ce qu'on a travaillé en séance. Ok, je peux en faire quelque chose et le retravailler par la suite parce que cette digestion est primordiale. Sinon, ça reste toujours au niveau mental, quelque part. Tu vois, il faut quand même l'intégrer, le digérer pour pouvoir après le transmettre, l'avoir compris. Comme quand on était écolier ou étudiant, on a bien compris ça. Tu vois, le prof, il nous parle. Ah ouais, ok, tu arrives à la maison, rien quoi. Tu as besoin de prendre des notes, tu as besoin de les relire, tu as besoin de les expliquer éventuellement à quelqu'un. Puis là, tu dis, ok, j'ai compris le sujet. C'est tout ce mécanisme-là, tu vois, de digestion, d'absorption qui fait que la personne, elle s'autonomise. Le but étant qu'elle n'ait plus besoin de moi. Tu vois, plus vite elle sera autonome et co-responsable de sa vie, plus vite, moi, j'aurais fait mon job, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Et c'est tout, c'est tout à ton honneur hein, d'amener la personne que tu accompagnes à l'autonomie et qu'elle puisse d'une part avec toi vivre cette expérience de libération de la souffrance qu'elle est en train de vivre, mais en même temps de savoir que face à d'autres types de difficultés, qu'elle peut compter sur ses ressources. Parce que là, finalement, on parle de ressources. Mais c'est ça, et puis je trouve un petit peu, enfin moi c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que en tant qu'ancienne éduque, quelque part, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, entre autres, hein, pas que. Et puis ça me tient à cœur parce que ce message n'est pas transmis, tu vois, aux enfants. Ce message n'est pas réel, il est biaisé. Tu vois, on fait croire en fait aux enfants qui sont libres d'être, et c'est pas du tout le cas. En fin de compte, ils sont filtrés, formatés. Il faut quand même à un moment donné donner des comptes. Il faut quand même à un moment donné pouvoir retrouver un job et puis nourrir le système, quoi. Alors moi, je ne suis pas contre le système. Au contraire, j'y suis, je le respecte. Mais je voudrais quand même que les gens puissent, depuis tout petit, tu vois, depuis bébé, comprendre qu'ils sont des êtres autonomes et indépendants et que ça, c'est leur force. Leur force, c'est pas de prendre tout ce qui vient de l'extérieur. L'extérieur, c'est chouette, mais c'est tout ce qu'on a à l'intérieur. Et ça me tient à cœur de le transmettre déjà aux adultes. Moi, je travaille beaucoup avec les enfants en cabinet aussi. Et puis par la suite, je suis en train de développer déjà, hein, mais de pouvoir faire le lien entre les enseignants et les éduques, et les institutions, les parents, parce que ce travail-là, aujourd'hui, il n'est toujours pas fait, quelque part. On dit la personne est au centre, mais non, c'est le système qui est au centre. Oui, ça. Et ça peut pas être. Et la personne qui vient même en cabinet, des fois, elle n'est pas très consciente que c'est le système qui l'empêche. Le système qu'elle a créé avec ses enfants, son travail, enfin, tout ce qu'elle s'est mis autour de l'environnement qui l'a rassurée au début, la désécurise au fur et à mesure parce qu'elle a oublié son potentiel intérieur.
Et le fait de lui apprendre de nouveau à s'autonomiser lui permet d'être sa propre ressource. Mais si on faisait ça déjà depuis petit, il n'y aurait plus besoin. En fait, nous, on serait plus nécessaire en tant que thérapeute, ou beaucoup moins, parce que la personne est son propre thérapeute. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que le coaching réflexif, c'est le début du début, tu vois, c'est ma transmission première. Mais moi, j'aimerais vraiment pouvoir transmettre ça aux personnes qui travaillent dans les écoles, aux parents, parce que c'est primordial pour moi. Vraiment, vraiment, ayons l'envie réelle d'autonomiser nos enfants. Mais réellement, hein, qu'on ne fasse pas semblant. Ouais. Mais c'est intéressant que tu parles de transition. Tu évoquais ce terme juste avant, ce mot tout à l'heure. La transition pour que les enfants soient outillés dès le départ avec cette prise de conscience que la solution, elle est en eux. Il faut déjà aussi prendre soin des parents, voire même des grands-parents qui sont parfaitement imparfaits et qui dysfonctionnent malgré eux et qui transmettent aussi par leur comportement, par leur raisonnement, par leurs croyances, qui façonnent finalement ce petit être en lui apportant un monde de contraintes, un monde d'impossibilités, un monde de difficultés. Totalement, mais tu vois, ils n'ont pas appris. On n'a pas pris la peine. Tu vois, quelque part, on transmet un petit peu des petites erreurs comme ça inconscientes, hein, parce qu'on ne peut pas le mal de l'autre, hein, mais on n'a pas appris dès le début à être en cohérence avec nous-mêmes, parce que ça dérange, tu vois, ça dérange que notre arbre soit rouge au lieu de vert. Ah ben non, quand même, à un moment donné, il devra comprendre que l'arbre est vert et le tronc est brun. Non, mais en réalité, on s'en fiche, puisque sa propre créativité va l'amener à être qui il est. Et s'il a la chance d'être qui il est, eh ben, il sera heureux. Et puis, s'il est bien dans ses baskets, comme je l'ai dit à quelques reprises, il n'aura plus l'envie de jalouser, d'être compétitif. Il n'y aura plus cette envie parce qu'on est bien. Donc, on apporte du bien. Et tout ça va se transmettre de génération. Alors, c'est très idéal. Hein. Moi, je suis une idéaliste née. Mais quelque part, pour moi, c'est le fondement du fondement. Quelque part, si on n'a pas ça dès le départ, c'est biaisé. Et surtout, on te dit, mais oui, tu peux être qui tu es. Mais on entend que ça sonne faux. On entend que c'est pas vrai. Parce que si je suis qui je suis, je vais déranger l'environnement puisque les autres sont pas habitués à être qui ils sont. Donc, ce besoin de travail, de coaching ou de réflexif ou d'autres pour justement se reconnecter à qui on est. Mais bon, voilà, peut-être c'est 40 ans plus tard, 20 ans plus tard, 50 ans plus tard. Bien sûr. Et c'est un voyage. Hein. Ce dont tu parles, c'est un voyage de retour, de retour à l'être, de retour à ce qui se passe profondément à l'intérieur. C'est un voyage d'amour. C'est ça. C'est un voyage d'amour à l'égard de soi. Et s'aimer, c'est tout aimer. C'est aimer chaque partie de qui on est et de lui permettre de vivre. Et c'est là où, effectivement, tu n'en as plus rien à faire, finalement, de est-ce que ça plaît ou pas. Parce que tu n'as pas à convaincre, en fait. Tu n'as plus à essayer de rentrer dans. C'est un peu comme les jeux, tu parlais des jeux des enfants, mais souvent chez les enfants, ils ont ces boîtes dans lesquelles tu as un carré, une forme carrée, une forme ronde, un triangle, puis tu dois essayer de le faire rentrer. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce qui se passe. T'es un rond, puis en fait, on casse un petit peu les bords pour que ça rentre dans le triangle. Parce que le chablon, c'est le triangle. Mais du coup, en fait, t'as pas une sphère finalement à l'intérieur de la boîte, mais t'as un triangle. T'as pas une sphère, mais t'as un triangle, mais c'est en fait une sphère qui a été cassée. Ouais, c'est ça. Puis ça dépend en plus des modes, tu vois. Moi, quand j'étais enceinte, il y a plus de 26 ans, on avait certaines croyances. Donc, on faisait comme on nous disait à ce moment-là. Alors là, c'était bien. Et puis maintenant, 20 ans plus tard, c'est pas bien. Donc, on rechange le triangle pour un carré. Donc, on est perdu, tu vois. Ça dépend des modes, des mouvements, des trucs. Avant, c'était bien d'allaiter. Maintenant, c'est plus bien. Après, c'est de nouveau bien. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui, en fin de compte, on se rend compte. C'est comme le monde de la mode, hein. Ça se démode et puis tu comprends au fur et à mesure que tu vas créer ta propre mode parce que sinon, tu t'en sors plus. Tu sais jamais quand tu es à la mode.
Parce que c'est un cercle vicieux, ça revient sans arrêt. Donc, c'est ça. Et plus vite tu le comprends, et plus vite tu peux évoluer avec toi-même. Mais franchement, moi, j'ai l'impression que nos nouvelles générations, pour avoir des enfants déjà, tu vois, qui sont majeurs et tout, ils ont compris ça. Bon, alors, évidemment, ils ont été élevés un peu dans ça, hein, mais au-delà de ça, moi, je vois ces générations, elles n'ont plus envie des mêmes valeurs. Elles n'ont plus envie de mettre le travail au centre. On dit, ouais, mais c'est des flemmes. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne veulent pas travailler. Non, je ne crois pas que c'est ça. Tu vois, je ne crois vraiment pas que c'est ça. Je crois qu'ils veulent autre chose. Ils veulent autre chose, ouais. Ils veulent autre chose. Les enfants aussi, alors ils sont tous 10, machin, truc, ils ont tous besoin d'être suivis. Mais en réalité, à mon avis, ils sont juste en train de dire, mais laissez-nous être autrement. Juste autrement. On tente une nouvelle aventure. Est-ce que c'est OK? Eh bien, bien souvent, c'est pas OK. Bien souvent, c'est juste pas OK. Et là, il y a un commentaire de Liara. Je pense que c'est bien de déranger un peu les autres, de les surprendre et peut-être leur faire prendre conscience qu'être différent ne veut pas dire mal faire les choses. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et puis de se dire, mais OK, je fais pas ça contre l'autre, hein, parce que parfois on marginalise, on dit, ah, c'est des anarchistes, c'est des complotistes, enfin, c'est tout ce qu'on veut. C'est pas ça, c'est pas l'histoire d'être contre, c'est justement être pour. On accepte nos différences, on la développe parce que plus nous serons différents, plus nous pourrons partager, plus on va avancer ensemble, puis plus, comme on disait avant, on n'a plus besoin de se faire la guéguerre parce que les enjeux, ils sont plus là. Les enjeux, ils seront à d'autres niveaux, mais ça aura plus d'impact. Et puis on n'est pas et puis il n'y a pas ici une recherche de la vérité, mais juste de ce qui est juste et plus en équilibre pour toi-même. C'est ça. C'est ça. Et tu vois, moi, j'ai déjà pas mal échangé par rapport à tout ça, comme nous tous. Et puis, des fois, la personne te dit, ouais, mais en fin de compte, on va devenir des êtres égoïstes, tu vois, on pense plus qu'à nous et tout, tu vois déjà ce qui se passe dans le monde. Mais je crois pas que c'est ça, en réalité. Le fondement, le cheminement, c'est de s'individualiser par ce truc de dire, OK, je sais qui je suis et je l'assume parce que forcément, il n'y a pas de comparaison, il y a pas mal d'être ce que je suis. Mais je ne deviens pas égoïste puisque je suis bien avec moi-même, donc je peux donner. Donc, je suis contente de ta réussite. Je suis contente que ce soit toi qui m'interviewe et que ce ne soit pas moi qui le fasse parce que je trouve que tu es à ta place et moi, je suis à la mienne et que si un jour, moi, j'ai envie d'interviewer et puis que je me donne les moyens de le faire, tant mieux pour moi. Il n'y a pas à me jalouser. Il n'y a pas à vouloir me prendre ma place. Donc, il n'y a pas d'égoïsme en fin de compte. Et cette individualisation n'est que altruisme. Et c'est dommage que quelque part, on confonde. Tu vois, on confond un peu tout, je crois, là, des fois. Ouais, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange, Patricia. Vous aurez bien compris aussi pendant cette discussion cette approche, très jolie approche qu'a développée Patricia sur l'écoute profonde de ce qui est en train de se passer à l'intérieur, d'aller au-delà finalement du premier symptôme, de ce qui nous marque comme ça, qui est martelé comme ça un peu dans notre quotidien, qu'il y a quelque chose qui est plus profond qui est derrière. Et ça, Patricia c'est très bien le révéler par la réflexologie. Puis une fois que ça a été conscientisé et que ça a été intégré, de pouvoir en faire quelque chose et de pouvoir mettre en place un nouveau, dans le cadre d'une collaboration, d'un partenariat, de mettre en place de nouvelles ressources qui, elles, vous rendent plus autonome. Tout à fait. Voilà. C'est ça, tu as bien résumé. Merci Patricia. Et Patricia, alors du coup, est-ce que toi, actuellement, quels sont donc tu proposes ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu proposes encore d'autres choses dans le cadre de ton activité? Alors, moi, mon activité principale maintenant, c'est travailler en cabinet, donc en coaching réflexif, en massage ou tout ça, là, vous l'avez bien compris. Après, ce que je développe, c'est ce que je disais auparavant, c'est ce travail avec les institutions et puis les enseignants. Alors, c'est très sympa parce que quelque part, c'est eux-mêmes qui me donnent les idées, parce qu'ils viennent
en coaching, hein, réflexif, en thérapie, puis ils me disent, ah, mais ça va plus, patati, patata, il faudrait que ci, que ça. Et effectivement, ça colle très bien. Donc, travailler plus cette collaboration. Et puis, ben, alors, ce que je suis en train de faire maintenant, concrètement, c'est de créer des podcasts. Voilà, j'ai créé, je suis en train de créer, ben, j'en ai déjà fait un, il y en aura un par mois. Ouais, où est-ce qu'on le retrouve alors, ton podcast? Alors, on trouve sur mon site. Sur ton site internet, sur mon site internet. La description de la conférence, ouais. Voilà, sur les liens avec les podcasts, hein, tu peux trouver même sur Spotify, enfin un peu partout. Et puis, ce que je développe aussi beaucoup en ce moment, alors ça, c'est plus tellement dans la relation d'aide directe, mais c'est beaucoup l'écriture, parce que j'aime l'écriture depuis très, très longtemps, comme la peinture d'ailleurs. Et là, je développe plus. Donc, j'ai eu la chance maintenant de commencer des chroniques dans un journal. Et je pense que je vais développer ça, tu vois, cette histoire de transmettre de manière un petit peu plus diffuse. Et pas forcément J'ai quitté le groupe pour l'individuel. Maintenant que j'ai compris comment fonctionne l'individu et le groupe, j'ai envie de transmettre de manière plus arrosoir comme ça, tu sais. C'est ce que je suis en train de développer beaucoup. Et puis toujours cette peinture, hein, je donne des cours de peinture sociale, enfin des choses comme ça. Tout ce qui permet d'être à travers notre créativité, hein, dans cet art d'être qui me tient vraiment à cœur, le développer par l'art, quoi. Donc l'écriture, voilà. Wow. Ok, magnifique. Je suis vraiment là-dedans. Ouais, écoute, c'est super, c'est super. Puis en plus, tu le fais aussi avec beaucoup de clarté, beaucoup de passion et beaucoup de cœur. Donc, j'ai hâte de découvrir tes chroniques et tes podcasts. Et je vous encourage aussi à aller les découvrir. Patricia, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Non, mis à part de te remercier, c'est chouette. J'ai beaucoup aimé, en fin de compte. J'étais extrêmement stressée. Je ne le suis plus du tout. Ouais, oui, ça c'est même j'ai absolument pas remarqué. C'était, voilà. Je me suis amusée. J'ai eu du plaisir. J'espère que les personnes qui vont m'écouter ou en direct maintenant ou plus tard, ben, elles auront aussi. Je suis à dispo pour les questions. Hein. Ils peuvent prendre directement ou contact avec toi, je pense, ou bien par le biais de mon site. Hein. Je pense créer un forum bientôt parce que je sens le besoin comme ça d'échanger, tu vois, donc ça, c'est toutes des choses qui vont être faites d'ici la fin de l'année. Mais voilà, je suis dispo. Moi, j'adore parler, j'adore échanger, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, super. Et pour toutes les personnes qui sont en train de regarder cette conférence, vous avez toutes les informations ici dans le descriptif de la conférence sur YouTube, et comme ça vous pouvez voir le site internet et d'autres informations que nous a transmis Patricia. Et Patricia, moi je te laisse le mot de la fin. Eh bien, un bon dimanche à tout le monde. Profitez bien de ce soleil si vous en avez envie. Et puis je dis à tout bientôt. Parce que je pense que voilà, on aura l'occasion de se revoir ici ou ailleurs par le biais ou du Salon du Mieux Vivre l'année prochaine ou par d'autres biais. Le monde, hein, c'est des rencontres infinies et puis forcément on se re-rencontre à un moment donné si ça doit se faire, quoi. Voilà, ouais, et n'hésitez pas si vous avez, alors c'est peut-être juste un point, Patricia. Évidemment, ça implique que tu puisses toucher en fait. Le coaching réflexif. C'est que tu aies ce contact physique quand même avec la personne. Alors c'est bien ce que je te remercie beaucoup de me poser cette question. Alors, en thérapie individuelle, c'est essentiel pour le travail que j'ai expliqué auparavant. Mais le coaching réflexif, comme c'est aussi une philosophie d'être, hein, une recherche intérieure, quand je travaillerai dans les institutions ou avec des personnes, là, je ne vais pas les toucher physiquement. Tu vois, cette conscientisation va se faire par le biais d'un autre outil. Là, l'outil, c'est le corps. Mais comme je te disais, l'outil, ça peut être tout autre chose. Donc, l'outil, ça sera la problématique. L'outil, ça sera le fonctionnement, l'institution en tant que telle. Il suffit simplement de trouver le lien qui fait que la problématique est née. Donc, non, en cabinet, il faut toucher. Mais on peut élargir ce coaching réflexif à d'autres biais, hein, institutionnels, autres. Ouais, très bien. Donc là, je te pose cette question parce que évidemment, on est le propre de ce qu'on est en train de faire ici, ce n'est pas
du présentiel. Donc, on touche également tous les francophones, que vous soyez en Suisse, en France, au Belgique, au Luxembourg, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, un peu partout dans le nord, dans le nord du Maghreb. Je sais que vous êtes très, très, très nombreux à nous suivre. Donc, si vous ressentez un appel intérieur, si ce que Patricia a évoqué aujourd'hui, si vous appréciez aussi ce qu'elle dégage et vous dites, mais tiens, il faudrait que je prenne contact avec Patricia, ben, vous avez toutes ces coordonnées. Et puis, du coup, vous pouvez aussi cheminer ensemble dans un partenariat, dans une collaboration vers quelque chose de meilleur. Voilà. Totalement. Merci. Voilà, super. Alors, merci infiniment à tous ceux et celles qui étaient là aujourd'hui avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette conférence en rediffusion si vous pensez que cette conférence peut faire du bien à une personne que vous connaissez. Évidemment, je vous encourage à la partager. Merci de liker cette vidéo, merci de mettre un commentaire et de vous abonner à la chaîne des Salons du Mieux Vivre. Patricia Monastra, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, Mario. Puis à tout bientôt, on se dit. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. Ciao, merci.